Je fais exprès parce que je sais que le mot négresse va atterrir et les gens vont se poser des questions. Et Rose s'appelait elle-même une négresse. Et c'est ça que je voulais. Je suis fière de ce que je suis. Je l'assume. Et ce livre, je l'ai commencé il y a très longtemps, en 2001. J'avais déjà mon manuscrit. Puis je l'ai perdu parce que c'est comme s'il m'avait été volé pour ne pas le sortir. Mais je l'ai récupéré. Et avant de l'écrire, j'ai beaucoup réfléchi. Dernièrement, à la radio, on m'a dit qu'on sent qu'il y a de la colère et qu'on dit que la colère, c'est un mauvais conseiller. Mais ma colère à moi, je me fâche, c'est drôle, c'est un mauvais caractère, mais je ne me fâche jamais directement. Je réfléchis d'abord pour voir si j'ai le droit de me fâcher. Et alors, je me fâche, et une fois que je suis fâchée, je suis à non-retour. Parce que j'ai réfléchi à tout avant. Et c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Je me suis déjà, quand j'ai écrit Les blessures du silence, je me suis posé des questions. Et parce que pour l'écrire, j'ai passé la nuit à me demander comment est-ce possible ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. C'est qui est à la base de tout ça? Est-ce que ce sont les mains qui ont pris la machette? Est-ce qu'il y a une autre puissance derrière? Quand même, les gens qui étaient des amis, avec lesquels je n'avais jamais eu de problème, des bons voisins, ne se sont quand même pas réveillés assassins. Comment ont-ils pu le devenir? Et avec ce questionnement, je suis allée au Rwanda, j'ai écouté les assassins, j'ai écouté aussi les rescapés, parce qu'à un certain moment, je me demandais si je n'exagérais pas, que les autres avaient peut-être oublié, et surtout, quelle était la recette pour oublier, parce que je n'y arrivais pas. J'ai tout fait pour oublier le génocide et pour vivre, je n'ai pas pu. J'oubliais tout, le génocide est resté devant moi. Et en faisant ce livre, je pensais déjà à celui-ci. Ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai pu écouter les gens, comment ils sont devenus assassins. Alors je me suis demandé qui est à la base de tout ça. Je suis retournée dans mon histoire. Quand j'étais petite, j'avais une grand-mère extrêmement raciste anti-blanc. Et j'ai eu une chance, j'avais des parents qui savaient lire et écrire. Ce qui n'était pas donné à tous les enfants qui sont nés en cette période. Et chaque fois que je rentrais, mon père me demandait mon cahier. Et il disait ce que j'apprenais en histoire. Il était furieux. Il essayait de m'apprendre l'histoire. Et il voyait que je n'étais pas convaincue parce que pour moi, l'école était plus importante. Et il m'a amené chez ma grand-mère. Et ma grand-mère me racontait l'arrivée des Blancs au pays. Donc, elle avait tout vu. Elle est morte au-delà de 100 ans. C'était une petite femme. Et elle était extrêmement raciste. Elle m'a tout contaminé sauf ça. C'est une chance que j'ai eue. C'est vrai, parce que je voyais à quel point la haine anti-blanc l'avait détruite. Donc elle était complètement une vieille femme détruite par ça. Alors je n'aurais pas aimé être comme elle. Et ça, j'ai écrit dans son bouquin. Et comment elle me racontait l'arrivée des Blancs au pays, tout le mal qu'ils ont fait au Rwandais. Et alors, à la fin, pourquoi j'ai adhéré à ce qu'elle me disait, surtout pour ce qui concernait mon histoire personnelle d'enfant Tutsi, c'est quand on a commencé à nous demander des ethnies à l'école, en classe.
et que j'étais chaque fois humiliée par les autres enfants. Parce qu'on était des Tutsis, on était humiliés. Et j'ai failli plusieurs fois abandonner la scolarité, même si je n'ai pas fait toutes les études que j'aurais voulu au Rwanda avant le génocide. Mais en même temps, je me suis demandé si ces instituteurs eux-mêmes n'avaient aucune blessure. Pourquoi ils étaient comme ça? Pourquoi ils acceptaient de faire des choses terribles qu'ils faisaient aux enfants, alors que presque tous les enseignants, les éducateurs, j'ai vu qu'ils aiment vraiment les enfants. Et je me suis demandé si vraiment nos éducateurs nous aimaient. Bienvenue les dames, vous attendez. Merci. Ça m'a inspiré un questionnement quand je vois que, par exemple, par rapport à la France, on a toujours dit, pour parler du génocide, on a des phrases mémorisées. Le génocide a eu lieu parce qu'il y a eu un élément déclencheur de ce génocide. Et les révisionnistes en général, d'ailleurs, disent oui, on a tué les Tutsis parce que le Front patriotique a attaqué le Rwanda. Mais attendez, moi, quand je vois les premiers massacres en 1959, le FPR n'existait pas. Et en 1963, quand mon mari est devenu orphelin de massacres, d'ailleurs, tout à fait à caractère génocidaire, puisqu'il est resté le seul de sa famille, le FPR n'existait pas. Tous les massacres qui se sont succédés au Rwanda, c'est normal, ça arrive. Et donc, chaque fois, ça a été un prétexte de nier le génocide. Et puis, quand on parle de l'élément déclencheur, je ne sais pas si les gens sont au courant, depuis 1990, on massacrait des Tutsis au Rwanda. Et en 1992, ça a été même, il y a même eu une religieuse italienne qui a été tuée parce qu'elle appelait au secours. On faisait déjà le génocide dans la région du Bugesera. Et tout le monde ne connaît pas le Bugesera à part les chercheurs qui ont été au Rwanda. Et dans les années justement 59, ça a été la première déportation des Tutsis au Rwanda. On a déporté les Tutsis là. C'était carrément une forêt vierge. Et on voulait qu'ils soient exterminés par la Mochitsetse, par les maladies qu'il y avait. Et je me souviens que petite fille déjà, à cause de ce problème, ma mère, quand elle m'envoyait, vous n'avez pas encore lu le livre, elle m'envoyait par exemple, vous savez, on peut commencer à faire à manger qu'on a oublié qu'il n'y a plus de sel. Alors maman disait, oh ma fille, cours, on va chercher du sel à la boutique. Et moi, j'allais, quand je rencontrais un enfant, on jouait. Si je revenais avec du sel, c'était déjà une chance, parce que parfois j'avais perdu l'argent en jouant avec d'autres enfants. Et quand je rentrais, ma mère me disait, ma fille, tu n'es pas digne de confiance. Je t'ai attendu comme si j'avais attendu l'ONU. Vous vous souvenez de l'ONU? À un certain moment, vous vous souvenez que c'était la Société des Nations, et puis qui est devenue l'ONU. Mais vous vous imaginez en cette période-là que mes parents parlaient déjà de la déception avec l'ONU. C'est d'abord ce problème-là, la déportation des Tutsis. Parce que les gens qui ont fui depuis 1959 n'ont jamais cessé de faire appel à l'ONU à cause de ce problème. Mais l'ONU a fait la sourde oreille. Je dis que l'ONU a trouvé une solution. C'est le génocide qui a exterminé tout ce qui revendiquait. Donc c'était plus facile. Et alors tout ça,
a créé une révolte en moi. À un certain moment, je me demandais si on peut vraiment punir les Rwandais seulement, alors que les Rwandais n'ont été que les bras qui ont tenu la machette. Évidemment, parmi les Rwandais, comme les Bagosora et d'autres esprits du génocide, l'âme même du génocide, ils ont été relâchés. Beaucoup ont été relâchés par le tribunal pénal international. Encore une fois l'ONU. Parce qu'on oublie. Vraiment, j'ai dit sur RFI avant-hier que s'il y a des coupables, l'ONU devrait être le premier sur le banc des accusés. Et je suis très sérieuse. Et je me suis demandé où porter plainte contre l'ONU. Mais comment? Est-ce que je vais porter plainte contre Jésus-Christ en parlant à Dieu le Père? Ce n'est pas possible. Et puis, il n'existe... Ces pays sont tellement bien protégés, ils se sont protégés en créant cette institution qu'on n'a que des yeux pour pleurer. On ne peut pas porter plainte contre les Nations Unies. Et puis De Gaulle, qui l'a appelé un machin, il avait vraiment raison. Et quand on parle de l'ONU, quand on parle de la communauté internationale, c'est quoi? Donc, les gens cachent les visages derrière les institutions. Mais quand on cherche qui, on ne trouve rien. On ne trouve rien. Alors, vous, j'attends que vous me conseillez comment porter plainte contre l'ONU. Parce que la seule chose que j'ai pu faire contre l'ONU, c'est d'en parler. Et je ne peux rien faire de plus. Et ça me fait très mal. Et donc, je suis furieuse, mais en même temps, l'ONU continue, comme toujours, comme si je n'existais pas, comme si les victimes rwandaises n'étaient jamais nées. Mais le problème est que l'ONU ne fait même aucun examen de conscience. Quand je vois ce qui se passe dans le Kivu et la désinformation qu'il y a là-dessus, c'est la honte. C'est la honte. Je suis sûre que si je vous demandais ce qui se passe au Congo dans le Kivu, personne ne sait rien. On sait que c'est le Rwanda qui agresse et qui est derrière le M23 et toutes des années. Parce qu'on n'a pas l'information. On n'a pas l'information. La bonne information est cachée. Parce qu'il faut trouver le coupable. Et l'ONU ne l'est jamais. Puisque l'ONU, c'est elle qui punit. Donc on ne peut pas être coupable. Et je ne sais pas quoi vous dire davantage, parce que de toute façon, comme vous n'avez pas lu le livre, je ne sais pas comment vous expliquer à propos de ce livre. Et on revient toujours, je me rappelle de ça parce que les filles m'ont posé des questions à propos du tribunal pénal international, mais ils ont oublié que c'est le Rwanda qui a demandé si on peut mettre sur pied un tribunal. Ce n'est pas sorti comme ça du chapeau de l'ONU. Mais pour eux, c'est le bien qu'ils nous ont fait. Non, ce n'est pas le bien. Parce que c'est encore une fois l'ONU. Et l'ONU ne se jugera jamais. Et puis, beaucoup de gens savent à quel point, non, je me trompe peut-être même, à quel point son tribunal était corrompu. Et puis, c'est un tribunal qui n'a jamais protégé ses témoins, contrairement à ce que l'on dit. C'est un tribunal qui a permis aux avocats de la défense d'humilier les femmes et violer. Je ne suis jamais allée au tribunal pénal international pour témoigner. Quoi faire? Qui écouterait de toute façon? Je ne tiens pas à me faire humilier pour je ne sais pas, la 20e fois avec l'ONU. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, si nous réfléchissons un peu, quand on demande une justice, on attend une réparation. Et pour moi, une justice sans réparation, c'est une injustice de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer?
on peut toujours, si on veut. Il n'y a jamais eu la volonté politique de nous faire justice, parce que de toute façon, c'est l'ONU qui nous tue depuis toujours. Donc, l'ONU ne peut pas se condamner. Je suis triste, je me révolte, même si je sais que je n'aboutirai à rien. Ça, c'est pour les générations humaines. Peut-être qu'un jour, ces générations pourront demander des comptes. Voilà. Et on peut essayer de parler. Vous pouvez me poser des questions que vous voulez, même si c'est où, c'est pas dans le livre. C'est juste une discussion entre amis. Et je suis en France et je ne peux pas arrêter sans parler de la France. Je suis tellement déçue quand je vois que la France que nous avons toujours idéalisée comme un pays des droits de l'homme, les droits de l'homme sont vraiment bafoués, mais en même temps, encore une fois, en parlant de ces puissances et des droits de l'homme, c'est qui l'homme pour ces pays-là? C'est qui l'homme? Je voudrais cette définition. Et dans ce livre, j'écris, enfin, je saute du coq à l'âne. Dans ce livre, j'écris, en fait, les droits de l'homme, je veux bien, mais c'est qui l'homme? Il faut d'abord définir cet homme. De toute façon, nous, on n'a jamais été des hommes. Et puis, quand on parle de la dictature, c'est vraiment inacceptable en Afrique. Mais sur l'Afrique, c'est un droit. Alors, il faut que les gens arrêtent de se voiler la face, se posent de vraies questions. Maintenant, comme le président Kagame a dit le 7 avril que les faits sont têtus et que la France porte une responsabilité, là on peut parler. Parce qu'il faut chercher toujours quelque chose contre lui. Notre président ne peut rien occulter parce que ce sont nous qui savons. Et c'est lui, notre président. Il ne peut pas occulter ce que nous avons vécu. Il ne peut pas. Et j'étais en train de lire le livre La machette et quoi Ça après la machette. C'est un livre merveilleux. Je vous invite à lire ce livre pour voir par vous-même ce que les militaires français disent entre eux, à propos de notre génocide. Voir qu'ils ont fait des viols au Rwanda. Voir qu'à Kigali, ils ont pris une jeune fille dans un camion militaire, qu'ils l'ont violée et qu'après ils l'ont laissée comme ça, qu'ils l'ont plutôt travaillé, comme dit l'auteur, avec des baïonnettes, qu'on a laissé ce cadavre dans la rue. Attendez. Et tout ça, on va nous taire. De toute façon, que tout me retombe sur la tête. Moi, je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. Les autres ont quelque chose à perdre. Moi, il ne me reste qu'une chose que je n'accepterai jamais de perdre, c'est le Rwanda. Parce que c'est mon seul espoir. Alors je m'engage. Que tout le monde mette tout sur ma tête et se protège. Moi, j'irai devant. Je n'ai plus rien à perdre. Je ne perdrai pas mon âme, je ne perdrai pas mon pays. Et quand on dit ça, déjà quand on parle de Cicéron, tout le monde s'indigne. Ah, les militaires français, au moins ils ont été les seuls qui ont fait quelque chose. La France a été la seule qui a fait quelque chose. Oui, c'est le seul pays étranger peut-être qui est venu nous tuer ouvertement à ciel ouvert. Et nous, on ne peut pas nous taire. On n'est pas capable de nous taire. Au moins, on peut essayer de penser notre blessure comme ça en disant la vérité. C'est tout ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas les punir. Ces chercheurs qui sont allés à Cicéron, je me souviendrai toujours d'un témoignage que j'ai lu d'une femme violée par les militaires français et que par conséquent on nomme maman turquoise. Comment vivre avec ça? Est-ce que les femmes au moins se rendent compte?
J'étais bannie des médias français. Je suis revenue. Depuis la sortie de mon livre en 1997, mon premier, j'étais bannie des médias français. Je suis de retour. Je ne vous lâche plus. J'ai la chance d'avoir des amis. Je n'avais jamais espéré avoir encore des amis et encore moins en France. Je me rends compte que j'ai même des intimes en France. Donc, je ne suis pas seule. Si vous êtes ici, c'est que pour moi, vous n'êtes plus de simples spectateurs. Vous voulez savoir la vérité. Cherchez-la. Aidez-nous à la trouver. Aidez-nous à ce que là où deux éléphants se battent, l'herbe ne périsse plus. Qu'on essaie que la société civile française et la société civile rwandaise ne soient pas séparées par un mensonge et un crime. Parce que c'était fait au nom du peuple français et je ne l'acceptais pas. J'imagine que vous, encore moins. Voilà, merci. Avec les idées, avec les mots. Toi, tu évoquais à un moment le mot droit de l'homme, par exemple. Là, le livre porte sur l'ONU, qui est plus qu'une idée, l'organisation d'une idée. Et cette idée, c'est l'idée de la vertu réalisée sur Terre, la paix. Le monde entier s'organise pour assurer la paix, la santé, tout. La vie. Tout. Que tout aille bien sur Terre. Et c'est vrai que depuis 1918, la SDN que tu évoquais, il y a eu quelques incidents par la suite qui ont montré que tout n'allait pas très bien. Après 1945, on fait l'ONU en disant, cette fois, on va essayer de faire mieux. Et puis depuis 1945, en particulier en 1945, il y a donc cette chose qui est fondamentale dans la constitution de l'ONU, qui est la Convention pour la prévention des génocides, comme ça s'appelle. Et l'ONU naît avec cette idée qu'il faut refonder la communauté internationale, et en particulier sur ce drame absolu qui vient de se produire avec ce qu'on appelle la Shoah. Et l'idée centrale de la refondation de l'ordre international après la Deuxième Guerre mondiale, c'est donc ça. Qu'il n'y ait plus de génocide, qu'il y ait la paix, que les humains soient protégés. Et que quand il y a un risque pour des humains, qu'il y ait prévention, on les protège à l'avance. Et il se trouve que depuis 1945, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je vais être mauvais historien. Là, si je cherchais à faire la suite de toutes les horreurs qui se sont produites depuis 1945, mais il y en a eu. Il y en a encore. Et pardon, il y en a encore. Alors pardon, aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Aujourd'hui, il y en a à l'instant où nous parlons, puisque je lisais le journal ce matin et j'apprenais que la ville d'Alep est sous bombardement massif de barils d'explosifs. C'est une pluie de barils d'explosifs que le gouvernement fait pleuvoir sur sa ville, sur la principale ville du pays. Et c'est une guerre d'extermination du peuple qui dure depuis plusieurs années et où on n'a pas vu l'ONU pouvoir intervenir minimalement. Même pour l'aide humanitaire, elle est très très mal faite et elle va surtout aux assassins. Là aussi. Et donc il y a un vrai problème parce que quand tu dis, je ne sais pas si c'est toi qui le dis ou j'ai entendu d'autres le dire ces derniers jours, des Rwandais, des Rwandaises, l'ONU, il faut brûler l'ONU, il faut pendre l'ONU, ça ne devrait pas exister. Et alors il y a en même temps un problème qui est, c'est bien le projet de paix universelle. Et alors, si on dit le projet de paix universel ne devrait pas exister, en même temps, c'est bien sûr pas pour ça qu'on le dit. Parce que c'est quoi? Parce que c'est là. À une époque, je disais l'ONU,
l'ONU, c'est l'organisation de protection des génocides, pas de prévention. Je pense. On a vu ça au Cambodge. Au Cambodge, les Khmers rouges étaient encore avec leur siège à l'ONU plusieurs années après avoir été chassés par les Vietnamiens. Après. Ils avaient encore leur siège à l'ONU. Mais pendant les années où ça se passait, personne ne voulait savoir. Et le génocide du Cambodge est passé avec la négation pendant. Je ne sais pas quels autres drames historiques se sont produits, mais à peu près il n'y a pas un seul cas où on n'ait pas vu l'ONU jouer à contre-emploi de sa vocation. Parce que quand on dit il faut brûler l'ONU, il faut sûrement brûler l'ONU, mais faut-il brûler sa vocation? Non. De la même façon, je voyais le problème du tribunal pénal international, ou la Cour pénale internationale, comme ça s'appelle aujourd'hui. Alors, la Cour pénale internationale a refusé l'autre jour d'engager des poursuites contre Bachar el-Assad, je crois, parce que la Russie a fait valoir son droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une cour pénale qui est censée être l'instance suprême du droit, qui peut être comme ça, dépendante? Le criminel a le droit de dire non. C'est-à-dire que normalement, la Cour pénale internationale devrait juger pas seulement Bachar, mais Poutine aussi. Et bien sûr, pour ses multiples crimes. Parce que si on parle de crimes dans le genre, je crois que la Tchétchénie aussi a été victime d'un crime total. Et qu'à ce jour, le début de la question de ce que ce crime soit examiné n'a même pas été envisagé. Et le criminel est membre du Conseil de sécurité aujourd'hui. Et c'est lui qui demande à protéger un autre criminel. Et donc il y a un vrai problème avec les idées, les concepts, comme on dit, les idéaux, le droit, les dénominations. Et c'est terrible. Et on est au cœur de cette chose-là quand on touche, par exemple, à, je sais pas quoi, la relaxe de M. Z par la cour d'appel du TPIR, par le juge Méron. C'est-à-dire un des principaux responsables va être relaxé. C'est Hitler sort relaxé du tribunal. Non, c'est pas Hitler, c'est Göring. Non, c'est Himmler. Non, c'est... Et donc un tribunal qui relaxe le plus grand criminel ne remplit plus sa fonction du tout. Un tribunal est là pour le tribunal chargé de juger les plus grands crimes, est là pour condamner le plus grand criminel et de préférence lui infliger la plus lourde peine. C'est la hiérarchie du droit. Et là, on a le contraire. On a le plus haut tribunal donne la plus petite peine au plus grand criminel. Et ce paradoxe, si c'était un accident une fois, ce serait normal, tout événement peut se produire. Mais par contre, on voit une espèce de constance dans ce travers. Quand je citais le cas des Khmers rouges l'autre jour, il est très frappant, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je crois me souvenir de ce jour, il y a bien des années, où c'était peut-être pas l'ONU directement, mais c'est quand même un peu la communauté internationale, il y avait Timor. Et Timor était sous colonie indonésienne encore, et c'était la veille de l'indépendance. Finalement, les Indonésiens devaient lâcher l'indépendance, mais ça les dégoûtait. Et alors, ils avaient exactement comme au Rwanda, d'ailleurs, un peu après le Rwanda en 99, ils avaient organisé des milices, etc. Et ils lâchent les milices sur le peuple. Et il y a, on ne sait pas aujourd'hui, le nombre de morts n'a pas été compté. On sait que le pays a été rasé ce jour-là. On sait qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de réfugiés aussi, heureusement pour les réfugiés. Mais combien de morts il y a eu en 99, c'était pas si longtemps, on ne sait pas. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait l'ONU qui était très au courant et qui avait dit ce jour-là, nous interviendrons. Il y avait la flotte américaine qui était au large, à 10 000, là, au large de la petite île de Timor, toute petite île, c'est vraiment encore plus petit que le Rwanda, beaucoup plus petit que le Rwanda. Et la flotte américaine avait, c'était M. Clinton, je crois à l'époque, qui était président, et il avait dit nous interviendrons si le gouvernement indonésien veut bien.
Et c'était le gouvernement indonésien qui était en train de tuer. Et alors après, il y a eu des semblants de justice internationale autour de ça. Il y a même eu des généraux indonésiens qui avaient un peu de soucis à un moment. Il y a eu des choses. Et comme pour le Rwanda, d'ailleurs, le TPIR a causé des soucis. Je crois que Bagosora est peut-être encore aujourd'hui en prison, et quelques autres. Dans quelles conditions et est-ce que ceci représente la réelle justice? On sait que non, puisqu'on a vu à répétition des relax. C'est-à-dire Bagosora lui-même a eu sa peine diminuée. Il n'a pas été relaxé, lui, il a eu sa peine diminuée. Et surtout, on a vu, pour ce qui nous concerne, que tu insistais pour parler de la responsabilité française, puisqu'on est ici à Paris, eh bien, on a vu toute la chaîne des responsabilités françaises, même pas examinée. Et c'est un peu le même principe qui protège M. Poutine au Conseil de sécurité. Il est hors de question qu'un État qui est patron de la justice internationale puisse être jugé par la justice internationale. Et dans ce cas, ça n'est pas de la justice. Et dans ce cas, on a un vrai problème. Et là, on soulève, là, on bavarde et on soulève les verres et on pousse des cris et on exprime notre chagrin et notre colère. Mais la vérité, c'est que on pose quelque chose qui est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de l'avant dans l'humanité si on n'établit pas un début de ça, justice. Et en même temps, ça suppose la révision brutale de ce qui a été fait là, puisqu'on a un acte d'accusation terrible contre les tentatives de fabriquer ça jusqu'à maintenant. Et en même temps, on sait qu'on ne peut pas du tout renoncer à cet idéal-là, dont on a plus que vitalement besoin, et peut-être même plus encore demain que hier ou plus tôt. Et là, il y a un paradoxe qui est tout à fait terrible et qui demande réellement à être saisi au-delà de nous le plus possible pour être dépassé, parce que sinon on est passé. Alors je ne sais pas si j'arrive à conclure mon intervention d'une question, mais c'est un peu ça, je suppose qu'on sera d'accord, que quand on dit l'ONU est coupable et on en veut à l'ONU et on est furieux contre l'ONU, on peut bien dire qu'on attendrait la même chose en réel et pas en fictif, et qu'il y a donc ce contre quoi on proteste, c'est contre une... comment on appelle ça, un travestissement, une escroquerie. Une supercherie, je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça, et qui est complexe, parce que du coup, tout le monde fonctionne dans le mythe de la supercherie, justement. Le mythe existe. Ah oui, il y a sur la table, vous voulez en parler aussi, ce livre qui vient de sortir, justement, Jean-Luc, que tu prends la parole, Human Rights Watch, la trahison de Human Rights Watch, on va en parler dans quelques jours ici. C'est ça. Pareil, Human Rights Watch, c'est comme l'ONU, si je veux dire. C'est une très digne association dont le travail... Qui fait des rapports sur nous, qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà. Mais à la base, Human Rights Watch est là pour le bien des humains, et c'est une association bénévole de gens qui se dévouent pour trouver de l'information, etc., pour porter secours. Enfin, tu parles. Le petit livre de Richard est très limpide pour montrer à quel point c'est une escroquerie dans le cas du Rwanda, mais malheureusement, dans beaucoup d'autres cas. Et là aussi, on a le même problème. Une institution très nécessaire, très utile, très vertueuse, dont l'objet est on ne peut plus souhaitable et approuvable, peut être l'inverse. Et donc on est dans un monde qui devient très compliqué à gérer, où on a un vrai problème de stratégie, je ne sais pas comment dire, à définir, où la plupart des pièces sont fausses. Nous, on n'a vraiment plus besoin de ce human right. Ouais. Parce que pour nous, human right est pire que génocidaire. Parce que human right devrait être une institution qui nous aurait au moins défendus depuis toujours. Qui aurait été du côté des victimes. Human Rights a toujours été du côté des bourreaux. Et alors, comme nous, on se dit, c'est le Front patriotique qui a arrêté le génocide. Mais quand on le dit, c'est un tollé. Kagame, c'est... Non, on le dit d'ailleurs, c'est lui qui est à la base du génocide. Vous comprenez? Donc, on est parvenu à transformer les victimes en bourreaux. Et on se dit, si nous ne parvenons pas à déstabiliser ce Kagame-là, on n'arrivera pas à déstabiliser le Rwanda, on va rendre des comptes. Donc,
pour occulter leurs propres responsabilités, ils trouvent un responsable et par-dessus le marché, celui qui a pu nous sortir de ce gouffre. Alors ils veulent qu'on se range de leur côté. Ah ben, ils peuvent danser sur leur tête, moi jamais ils ne mourront. Hein. J'ai vu les militaires du Front patriotique arrêter le génocide. J'étais sur place. Ils n'auraient pas été là, même les assassins commençaient à s'entretuer en disant « Oh, lui, il a payé une radio et moi, j'ai une petite, et patati patata. » Donc, ce que Human Rights nous a fait, et n'arrête pas, ça m'a étonné quand même, que le représentant actuel de Human Rights Watch, j'ai peur pour lui, il va se faire descendre en Centrafrique parce que maintenant, il est en train de louer nos forces qui sont en Centrafrique parce que ce sont les seules forces sur lesquelles il peut compter. Non, parce qu'il lui a sauvé la vie à lui. Mais oui, bien sûr, chacun ses intérêts. Donc, il est allé là parce qu'il y a ses intérêts. Ce n'est pas par gentillesse quelconque de Human Rights Watch. Pour nous, Human Rights Watch, on ne sait même pas comment parler d'eux. Parce qu'aujourd'hui, en plus, ils font exactement la même chose dans le Kivu. Comment est-ce possible? Pour les humains. Quoi. Et alors, quand on dit ONU, communauté internationale, Human Rights, tout ça, on oublie que derrière ce gros machin, il y a des visages, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille. Attends. Et ils oublient que nous perdons nos enfants. Et que nos enfants sont massacrés pour ce qu'ils sont. Et il faut les louer et dire qu'il n'y a rien. Ah non. Et alors, imaginons maintenant, peut-être que vous allez me trouver une réponse. Il y a longtemps, ça, hein, en parlant de Cambodge, ça m'est revenu. Un jour, je reçois un appel du Centre culturel français du Cambodge qui veulent m'inviter au Cambodge. Et puis, une semaine avant mon départ, ils me disent de faire un article qui sort dans les journaux au Cambodge. Je n'ai jamais su si ces articles sont sortis. Mais à peu près 4 jours avant mon départ, ils m'appellent. Ils me disent « Oh madame, excusez-nous, vous ne venez plus. » J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Nous avons reçu un envoyé de l'ambassade de France ici qui nous a dit que sur l'ordre de Paris, tu ne dois pas mettre les pieds au Cambodge. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Parce que moi, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il ne voulait pas que le Cambodge sache que je suis avec parce que nous avons subi aussi un génocide et que je parle sans doute des responsabilités françaises parce que je le dis tout le temps partout où je suis. Je n'ai pas compris. Donc, vous voyez même, une petite personne comme moi, ça intéresse quand même. Donc, il se protège par tous les moyens. Et pourquoi, à la base, je me suis demandé si je pouvais vraiment aller au TPI ou pas. Vous vous souvenez que le Premier ministre a plaidé coupable du génocide. Si il a plaidé coupable du génocide, lui, comme Premier ministre, comme chef de gouvernement, pourquoi est-ce que tout le gouvernement n'a pas été coupable de génocide? Déjà, ça c'est une chose. La deuxième chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi un tribunal pénal international pour le Rwanda est mis dans un autre pays? Il n'y a pas de raison pour moi, il n'y a pas. Parce qu'alors, on limite les témoins pour aller témoigner. Et donc, on limite tout le monde dans tout. On fait ce que veut seulement l'ONU. Et puis, vous savez tous, des milliards que ce tribunal a pris. Pourquoi est-ce que tous ces milliards ne pouvaient pas être donnés à la justice rwandaise
et que le Rwanda fasse la justice de ce génocide. Et puis, parfois, vous avez, à un certain moment, j'ai pensé qu'au lieu de nous faire justice, et comme l'ONU est déjà coupable, si on avait au moins donné tout cet argent au Rwanda pour que le Rwanda puisse reconstruire les rescapés. Parce que le Rwanda a été abandonné avec ses rescapés. Donc, c'est comme si le génocide était une affaire entre Rwandais, entre Africains, entre nègres. C'est tout. Donc, c'est le Rwanda qui s'est démerdé pour essayer de reconstruire les rescapés. Hier, je regardais dans mon ordinateur les maisons que j'ai visitées, construites pour les rescapés par le TPIR. Ils font comme ça. Ces maisons font comme ça, au-dessus des rescapés. Ce ne sont pas des maisons. Alors qu'ils arrêtent un peu, qu'ils arrêtent de nous humilier, de nous blesser davantage. On n'a plus besoin de personne. On va se démerder, ça fait 20 ans qu'on le fait, on va continuer. Et parfois, quand je parle de l'ONU, j'ai vraiment... Maintenant, on va clôturer. Qu'est-ce qui va se passer avec les archives du TPIR? Ces archives, nous avons déjà reçu presque un ultimatum. Ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'ONU. Et l'ONU vient maintenant nous voler notre histoire. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il faut brûler l'ONU. Comme il a dit. C'est vrai, parfois, on pense à une solution extrême ou un manque de solution, c'est comme ça qu'on dit. Une incendie à l'ONU. Voilà. Et où est la justice? Où est la justice? Qu'on vienne pas me chanter la justice. Tu ne devrais pas non plus l'attendre de l'ONU. Non, mais alors qu'on me dit que c'est l'ONU qui peut me le faire, me faire la justice. Vous êtes venu dans ce livre-ci. Parce que, tout d'abord, Kagame est vu comme un envahisseur tout simplement. Ce n'est pas un homme de paix, c'est un homme de guerre. Et nous, on le connaît mieux que ceux qui le jugent de toute façon. Et en 1994, c'est pour cela que je vous appelle vraiment à lire ce livre, Le sable et la machette. Et on voit bien comment les militaires français de la turquoise encadrent les assassins pour qu'ils fuient vers le Congo, l'ex-Zaïre qui est devenu la République démocratique du Congo. Et ces gens, ces assassins, ce n'est pas la population rwandaise en fait qui fuit. La population rwandaise est prise en otage par des assassins encadrés des militaires français pour qu'ils traversent la frontière dans le but que si le Front patriotique prenne le Rwanda, il n'y ait personne et que le Front patriotique n'ait pas de population au Rwanda. Et de toute façon, nous avions des familles dedans, donc en fait, ici, il y a quelque chose sur laquelle on s'est trompé. Les gens ont pensé qu'il y avait des Tutsis ici, des Hutus ici. Mais non, ils oublient qu'on s'est marié, qu'on a fait des enfants, que dans une même famille, tu as des Hutus et des Tutsis. Donc, ils ont oublié, pensé que nous n'allions rien savoir. Et surtout, ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, les assassins vont parler. En fait, les informations que nous avons en abondance sont des informations des assassins. Nous, on a vu très peu de choses, mais nous avons eu des assassins qui ont travaillé justement avec ces militaires français qui ont avoué qu'ils nous rencontrent. Et alors, vous savez tous quand les gens sont des réfugiés, normalement, le plus près de la frontière du pays qu'ils fuient, c'est 50 km. Mais ces réfugiés, entre guillemets, rwandais, ont été
carrément partait à la frontière, à notre frontière. Ce qui fait qu'il faisait des incursions et il venait continuer le travail parce que le génocide s'appelait un travail. Encore une fois, c'était un travail. D'ailleurs, c'était un travail civique, patriotique. Donc, il fallait le faire. Et ils ont massacré une classe d'enfants, vous vous en souvenez? Les enfants qui ont refusé de se séparer en tué tout petit. Et je pense que c'est en 96. Voilà. Et chaque jour, notre président appelait en disant, si vous pensez que ce sont des réfugiés, éloignez-les de notre frontière. Le HCR, c'est qui? C'est encore une fois l'ONU. Alors, l'ONU a fait la sourde oreille. Il fallait trouver une solution. Parce que la volonté était de continuer à déstabiliser le Rwanda, peut-être. Tu oublies aussi que, non seulement ils étaient tout près de la frontière, mais ce qui était au départ un camp de réfugiés, c'était transformé en camp d'entraînement militaire. Et j'ai assisté à ça. Moi aussi. Là, je pense que France 2 a même montré des images que j'ai vues quand j'étais en Belgique, quand les militaires français entraînaient les génocidaires dans les camps de réfugiés. Ce n'est pas seulement ça. Ils avaient fait carrément des villages avec les rues. De Kigali, du Rwanda, les collines du Rwanda. Voilà. Et les autorités génocidaires ont continué à être des autorités là-bas. On pouvait dire Kigali là-bas, Butare là-bas. Et le même préfet, et le même bourgmestre, et exactement comme c'était Rwanda. Et alors, nous n'oublions pas qu'il y avait des années. Je pense que ça a été répété par Alain Juppé pendant le génocide. Il fallait faire un Hutuland dans Tutsiland. Donc, je pense que c'était ce rêve qu'il voulait absolument réaliser. Et on ne pouvait pas rester assis comme ça jusqu'au jour où le Rwanda a dû attaquer le Congo. Et que les réfugiés, beaucoup sont rentrés, je ne sais plus combien ils étaient, mais je me souviens que vous voyez aussi la marée humaine qui rentre au Rwanda. Ce qui m'a frappé, j'étais en Belgique, j'ai vu des avions affrétés avec de l'aide de nourriture, d'habits, des ONG qui s'apprêtaient pour partir au Rwanda parce qu'ils pensaient que le Rwanda allait faire un camp de réfugiés au Rwanda. Mais ils ont été tellement bêtes qu'ils ont oublié que ces gens ont des familles sur place, ont des maisons, ont tout pour rentrer chez eux. Donc ils sont allés directement chez eux et l'État s'en est occupé pour que ces gens puissent se réinstaller chez eux. Et tout ça, évidemment, ça c'est déjà une faute de Kagame. Parce qu'il n'a pas laissé mettre des camps de réfugiés au Rwanda, pour les Rwandais. Et c'est-à-dire qu'en ce moment-là, du démantèlement de ces camps, la guerre a continué entre le Rwanda et le Congo parce que Mobutu, je ne veux pas entrer là-dedans parce que ce serait long. Mobutu et Habyarimana, c'était vraiment comme des frères. Donc, pour que la région ait la paix, il fallait aussi faire tomber Mobutu. Ce que le Rwanda a fait, malheureusement, on n'a pas trouvé un meilleur Congolais et je crois que le trouver, ça prendra beaucoup de temps pour les Congolais eux-mêmes. Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'arrive pas. Et alors, on dirait que ce problème vient d'hier. Non, c'est un problème qui date de très longtemps, le problème des frontières. On n'est pas les seuls. L'Afrique a été géométriquement divisée du temps du mur de Berlin et le Rwanda. Et la conférence de Berlin. La conférence, bien sûr, de Berlin. Et le Rwanda aussi, une partie a été collée au Congo, dont le Kivu. On va seulement sur le Kivu. Si vous avez vu la carte, malheureusement ici il n'y a pas, le Rwanda allait jusqu'au lac Albert.
Mais cela qu'Albert, nous, on ne l'appelait même pas Albert, il s'appelait Bichanzige. C'était un nom rwandais. Donc, le Kivu que vous voyez était au Rwanda. Maintenant, la frontière passe au milieu du lac. Donc, il y a de l'eau du Congo et de l'eau du Rwanda, fait des choses aussi folles les unes que les autres. Et ces Rwandais qui ont été collés au Grand Congo n'ont jamais été acceptés par des Congolais comme des Congolais. Et vous vous imaginez si aujourd'hui on vous collait au Grand-Duché ou je ne sais pas quoi, vous restez quand même français dans votre cœur. C'est ce qui s'est passé aussi avec les Rwandais, mais qui ont dû quand même s'adapter. Le problème, c'est que les autorités ne les ont jamais acceptés non plus. Les autorités coloniales les ont imposés. Ils ont reçu les cartes d'identité congolaises, mais Mobutu, aussitôt, les a repris. Ils ont repris leurs cartes d'identité. Et Kabila, quand il est arrivé, il les a donnés et puis il les a retirés. Donc, ils ne savent jamais où ils sont. Alors, ce qui est important, c'est pour vous dire que chaque fois qu'il y avait un massacre des Tutsis au Rwanda, il y avait d'office dans le Kivu. Donc, ils ont eu exactement la même histoire que les Tutsis du Rwanda. Mais, à un certain moment, non, avant, les Hutus du Kivu, eux, ils ne comprenaient pas. Puisque ça se passait au Rwanda, pourquoi ça se passait là? Et petit à petit, le Rwanda les a convaincus, surtout que notre président a eu un grand domaine dans cette partie-là du Congo, qu'il avait des fermes et qu'il envoyait des Hutus du Nord travailler pour nous. Je suis là. Excusez-moi, c'est même pas la directrice, c'est la présidente, c'est comme ça qu'on appelle, le Transparency International Rwanda Chapter. La Transparency International que vous connaissez, mais qui a l'agence rwandaise, c'est moi qui en suis responsable. Ouais. Il est vrai que la lutte contre la corruption, en fait, c'est... Pour nous, c'est facile au Rwanda parce que j'ai l'occasion de faire le tour de beaucoup trop de pays dans ce cadre. Ici, à Paris, ce n'était pas pour ça que j'étais venue, mais n'empêche qu'il y a une volonté politique ferme au Rwanda. Oui. Une volonté politique, mais en haut. Et évidemment, c'est toujours Kagame qui revient. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître, même si on ne l'aime pas, même si on n'aime pas un lièvre, on est obligé de reconnaître qu'il sait courir. Voilà. Ça n'a rien à faire. Donc, il faut reconnaître que de toute façon, Kagame, il a des visions pour ce pays, là, le Rwanda. Yolande a dit que Kagame aime son peuple. Je suis entièrement d'accord avec elle. Mais il a une vision. Oui. Il a une vision pour le Rwanda. C'est pour ça que je dis que nous, on travaille dans un environnement vraiment très favorable, qui nous est favorable, parce qu'il y a cette volonté politique. Même s'il y a encore à faire, et beaucoup même. Mais au moins, on dit que on ne baisse pas les bras. Parce que quand moi je parle de la lutte contre la corruption, il y a aussi la lutte contre l'injustice sociale, il y a aussi la promotion de la bonne gouvernance. Donc on a du pain sur le plancher, mais on ne se plaint pas. Et pour revenir à ce génocide qui a endeuillé mon pays et que personne ne veut reconnaître, je pense que ce génocide, c'est aussi une honte pour ces pays qui gouvernent le monde. Je parle des 5 permanents au sein des Nations Unies. C'est une honte pour eux. Et il faut beaucoup trop de courage pour reconnaître sa responsabilité dans un génocide. Et ces pays, malheureusement, n'ont pas ce courage. Ils n'ont pas ce courage, pourquoi? Parce que les gens même qui étaient au pouvoir à l'époque sont toujours là et sont toujours influents. Après nous, moi je suis sûre que les choses vont changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas... C'est pas...
L'autre là, comment s'appelle-t-il encore? Je préfère ne pas me rappeler même son nom, même si je suis à Paris. Le premier ministre, le ministre des Relations extérieures de ce pays. Il s'appelle comment encore? Voilà. À chaque fois que je veux penser à lui, je me dis, il s'appelle encore Jupon, Pantalon, l'autre, c'est quoi son nom? Alain Juppé. N'allez pas lui demander de reconnaître quand même la responsabilité de la France. Parce que, du coup, et tout à fait, merci beaucoup. Et du coup, il reconnaîtra aussi sa propre responsabilité. Donc, il ne faut pas se leurrer. Mais il ne faut pas baisser les bras. L'histoire leur demandera des comptes. Là, je suis sûre et certaine. Seulement, le problème, c'est que même aujourd'hui, ils n'ont pas encore désarmé. C'est ça le problème. Ça. Vous parlez de la trahison de Human Rights Watch, mais oubliez la trahison de la politique française, la trahison de la France-Afrique. La France-Afrique. Donc, c'est-à-dire que c'est un combat que nous devons mener. C'est un combat de très longue haleine que nous allons mener, je ne sais jusqu'à quand, mais qui même même nos enfants vont continuer, nos petits-enfants aussi peut-être. C'est pas ça le problème. Le plus important, c'est cette prise de conscience de notre part. Ouais. Parce que ça a fait longtemps. Rappelez-vous, pendant le génocide, quand les Français sont arrivés, il y a la radio RTLM qui disait « Filles ou tout, mettez des mini-jupes, allez accueillir les Français et qu'ils se rendent compte que vous êtes vos mollets aux Français pour qu'ils se rendent compte que vous êtes aussi belles que des femmes toutes. » C'est en 94 qu'il disait ça. Et ça fait aujourd'hui 20 ans seulement. Mais je suis sûre et certaine, et là je peux jurer sur ma tête, qu'on ne tiendrait pas un même slogan aujourd'hui au Rwanda. Et pour moi, c'est déjà ça. D'abord, on ne peut pas encourager, on ne peut pas demander aux jeunes filles d'aller montrer leur monnaie ou leur quoi. Non, on reconnaît aujourd'hui la dignité de la jeune fille. Elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à exposer. Et surtout, elle n'est pas là pour le plaisir des Français. Donc ça, au moins, c'est un pas qu'on a franchi. On en a franchi beaucoup d'autres, comme tu disais. Il n'y a pas que Kigali. Les étrangers parlent de Kigali parce que Bruno peut dire plus parce qu'il a été plus loin que Kigali. Je pense que Laurence aussi a eu l'occasion de quitter Kigali. Mais ce que je sais, et pour certains, ils n'ont même pas d'éléments de comparaison. Mais ce qui est certain, ce dont on devrait être très fiers, nous autres, Rwandais, nos amis, qui nous ont toujours soutenus, c'est qu'on a gagné quand même une bataille. On n'a pas encore gagné la guerre, mais on a gagné une bataille. Et très importante cette bataille-là. On a obligé au monde entier de nous écouter. Même s'il y en a qui préfèrent faire semblant de ne pas nous écouter, ils nous ont quand même écoutés. Parce que vous ne refuserez jamais d'entendre ce que vous ne connaissez pas. Si aujourd'hui, ils ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas entendre ce que tu dis, c'est parce qu'ils savent ce que tu as à dire. Et pour moi, c'est déjà ça. Tu comprends? En 96, tout le monde t'écoutait. En 97, parce qu'ils ne savaient pas ce que tu pensais. Aujourd'hui, ils ne veulent pas t'écouter parce qu'ils savent. Et là, tu as gagné. Ça, c'est vrai. Ah oui, ils savent ce que tu vas dire. Et ils ne veulent pas justement... Donc, ils sont au courant. Ils sont très au courant. Le problème est qu'ils ne veulent pas que les forment les autres. Ce sont des lâches, Yolande. L'ONU, c'est quand même... Le Conseil de sécurité de l'ONU a été confié aux plus grands assassins. Ben oui, c'est ça. Sur les premiers vendeurs d'armes, déjà. Les puissances les 5 premiers. qui gèrent ça sont les puissances les plus criminelles. Ouais. Donc il y a forcément un paradoxe. Ça, c'est vrai. Un paradoxe dans la fondation même de cette organisation. Donc c'est une organisation de criminels pour la paix. Donc, sauf l'Allemagne et le Japon. Oui. Quand eux en a pris. L'Allemagne. 5 des plus grands criminels y sont. L'Allemagne et le Japon ont été provisoirement exclus du jeu. Oh, Ils sont des bons criminels aussi. oui, oui. Enfin, en tous les cas, il y a et ce qui est bon, ça c'est une chose, mais ce qui est sidérant, c'est qu'on avale que c'est une organisation pour gérer la paix, pour promouvoir la paix dans le monde. Et on avale que tu dis ça, mais on n'a pas le choix. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut leur dire, justement, top, t'arrêtes de travailler maintenant, tu as suffisamment pris d'argent.
Maintenant, on n'en a plus besoin. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Alors, non mais c'est ça. Oui, il veut nous faire remarquer ça. L'espèce de truc de dingue dans lequel on est, la communauté humaine est mise. Oui. C'est-à-dire qu'on pense avec des catégories, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait pour réaliser la paix, qu'il y a les casques bleus sont là pour faire des arbitres. Mais quand on examine la genèse et les actes, ça ne va jamais dans le sens dans le sens qui est énoncé. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là? C'est-à-dire que, alors ce qui est valable pour les nus est valable pour beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire qu'on préfère continuer à garder un instrument qui ne cesse de prouver d'une certaine manière sa nocivité et qui ne remplit pas sa mission. C'est-à-dire qu'on accepte un faux semblant. On accepte, et tout le monde en participe de ça, la presse, la manière dont on conçoit les choses. Et c'est ça c'est pour l'ONU. Et pour la France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une fiction de la France, pays des droits de l'homme, et quand on regarde les actes de la France, ça ne va jamais dans ce sens-là. Jamais. Donc on est face à cette situation d'être quelques petites voix à essayer de remettre les choses simplement sur leurs pieds. Ne serait-ce que pour pouvoir penser un tout petit peu. Et je crois que le Rwanda, par rapport à la France ou par rapport à l'ONU, c'est le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'ils veulent bien continuer à marcher, mais ça fait mal. Il y a un truc qui insiste et qui fait mal. Et moi je crois que c'est à partir de cet exemple-là, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui que je connais. C'est-à-dire qu'il faut défendre ce caillou précieusement, c'est-à-dire l'aiguiser encore pour que ça fasse encore plus mal. Pour que ça fasse plus mal, c'est-à-dire que ça ne permet pas de ne pas penser de continuer à marcher comme ça. On est obligé de dire, ah, ça, il y a quand même un truc. On ne peut pas tout à fait continuer comme ça. Et on a tout intérêt à penser ensemble et à élargir le cercle des bien-penseurs, pas des bien-pensants, mais des bien-penseurs. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je ne sais pas, mais si on ne pense pas, ou si on pense complètement à côté, on a très peu de chances de construire. Parce qu'on s'est éloigné de ce qui est pour moi essentiel, c'est le fait que Yolande a fait passer pour les lecteurs français, francophones, a fait passer une expérience, un vécu, une vie, puis une survie, puis je crois à nouveau une vie, dans la langue française. C'est-à-dire qu'à travers sa parole, son corps, sa parole, là elle est vêtue de rouge, ce qui pour moi est très intéressant parce que c'est comme ça que j'interprète Yolande, c'est comme si dans le titre, vraiment venir poser la question de l'écriture en fait, de la traversée de l'écriture de ce livre. Quand on dit l'essentiel, c'est, j'espère me faire bien comprendre, tout ce qui a été dit est essentiel, la justice, la réparation, la dénonciation, les faux semblants, les trahisons, c'est essentiel. Mais ça ne devient compréhensible, intéressant que parce qu'on est là, ensemble, des corps qui s'écoutent, qui se voient, qui s'écoutent, qui se jaugent, qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent, et la langue. Et justement, reposer la question de l'écriture, parce que c'est comme si, en te vêtant de rouge, tu avais voulu faire réparer quelque chose que je sens, peut-être injustement, qui n'est pas dans le titre. C'est l'ONU, d'accord, le chagrin, parce que justement, peut-être comme s'il y avait une hésitation,
ça aurait pu être aussi l'ONU et la colère d'une maîtresse. Et alors justement, qu'est-ce que c'est que ce chagrin qui n'est pas un chagrin défaitiste? Moi j'ai beaucoup apprécié aussi les paroles vraiment de la dame qui est en face de moi, la présidente de Transparency, parce que évidemment qu'elle se place, voilà, l'histoire jugera, et là vraiment on ne serait pas là si on n'était pas convaincu que ça se fasse le plus vite possible, mais ça se fera. Les négationnistes tels Juppé et autres consorts qui sont négationnistes, il faut dire, voilà. Les négationnistes sont jugés, ils seront jugés, voilà, d'une certaine façon, ils le sont déjà, de toute façon. Oui, pas leur conscience. Ils sont déjà, alors, oui. Ne chargeons pas trop la barque, hein, il n'y a pas que Juppé, etc., mais enfin, ils se sont déjà mis, et pourtant ils n'ont pas apparemment une seule goutte de sang, hein, sur les mains, mais il y avait une phrase de Lautréamont qui disait « Une seule goutte de sang intellectuel ne sera jamais lavée par toute l'eau de la mer. » Voilà. Et donc, Yolande, à propos de rouge et de colère, j'aimerais que, si tu le souhaites, que tu nous parles de cette écriture aussi, parce que je vais en finir, mais tu es là dans les... On a l'impression, si on n'a pas ouvert le livre, qu'effectivement, c'est une tribune contre l'ONU et contre ce que tu as dit. Mais enfin, là, en feuilletant, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais en feuilletant, il y a quand même des intitulés à mes disparus, aux enfants d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Enfin, donc il y a une série d'adresses comme ça, à l'humanité, mais pas seulement à l'humanité, c'est aux tueurs, aux survivants, aux miens. Même casque bleu. Voilà, tu t'adresses. Et ça, moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, tu remets comme tout témoin. C'est pour ça qu'un témoin est beaucoup plus fort qu'un analyste politique. Même si l'analyste peut mettre les choses en perspective, et c'est son rôle. Mais le témoin, c'est la clé de voûte. C'est ce que jamais les malveillants pourront détruire. Et c'est pour cela que toi, comme d'autres, mais nous savons le rôle très, très important que tu as eu et que tu continues à avoir, vous, les témoins, vous parlez non seulement pour ceux qui ne peuvent plus parler, mais vous mettez, et là j'insiste bien en tant que Français, citoyen français, vous nous mettez aussi, hein, nous en question aussi par rapport à ce qu'on a compris, etc., dans la langue de l'occupant, du colonisateur, et dans cette langue, et là je trouve, à avoir lu comme ça quelques phrases, je trouve que c'est un livre écrit, pesé, mesuré. Les autres témoignages n'étaient pas aussi écrits, ils étaient dits, ils étaient dans l'urgence peut-être, avant tout, il fallait informer. Là je trouve que pour les quelques pages que j'ai pu en apercevoir, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette écriture? Parce que ça, c'est pareil. Mon premier livre, je l'appelle toujours Les larmes d'une mère. Là, j'avais vraiment besoin de pleurer les miens. Et le second, N'aie pas peur de savoir, je l'ai commencé pendant la mission Kiles. Parce que j'ai demandé à aller témoigner, ils me l'ont refusé, j'ai insisté. Et puis ils ont dit, madame, venez à une seule condition. Tu seras entendue à huis clos. Je dis, je ne veux pas de huis clos, je veux parler au public. Ils ont dit, c'est à prendre ou à laisser. N'ayant pas de choix, je suis venue. J'ai été interrogée par Cazeneuve. Hier, on a censuré ça sur RFI alors que je l'avais dit. C'est normal, le ministre de l'Intérieur. Et moi, Non, ça tombe. Non, eux, ils ont eu peur de prononcer son nom, mais moi, je le prononcerai toujours. Et donc, j'ai écrit N'aie pas peur de savoir. Alors, je vous ai parlé des conditions dans lesquelles j'ai écrit Les blessures du silence. Et
Les autres sont dans d'autres langues, mais celui-ci, j'y ai pensé très longtemps. J'ai vraiment consacré mon temps à arrêter mes larmes, justement. Je reviens au chagrin, à la colère. Donc, mon chagrin a fait place à la colère. Parce que j'ai compris pourquoi j'ai du chagrin. Et je dois absolument pointer du doigt tout ce qui m'ont fait connaître ce chagrin que je ne peux même pas qualifier. Je n'ai pas connu pire. Et je ne connaîtrai sans doute pas pire. Pour moi, je ne connaîtrai pas pire. Je me souviens, on montait avec Jean-Luc. Non, c'est Michel qui m'a dit que j'ai la trouille. Je lui ai dit, j'ai eu tellement la trouille pendant le génocide. Le cœur battait tellement qu'il m'empêchait d'entendre d'où pouvaient venir les assassins. Donc c'est la même chose que le chagrin. Rien ne peut m'atteindre plus nulle part. J'ai été atteinte là où je ne croyais même pas possible. Donc, ce chagrin-là a été remplacé par cette colère, mais une colère aussi réfléchie. Et c'est ça que je voulais mettre dans ce livre, mais aussi, étant sûr que je n'ai plus d'héritier de mes entrailles, j'ai improvisé. Ta fille est mon héritière. Elle est mon héritière. Pour moi, tous ces jeunes sont mes héritiers. C'est pour cela que je leur laisse ce que je peux avoir de meilleur. Qu'ils sachent se protéger, protéger leurs enfants, pour qu'un jour, ils ne soient pas des mamans sans enfants comme moi, alors qu'ils ont fait des enfants. J'espère que je ne peux pas m'exprimer plus que ça, parce que si tu as lu mes livres, celui-ci, tu verras, j'écris comme je parle. Souvent, les gens, je leur dis, écrivez, écrivez. Ils me disent, non, je ne sais pas écrire. Je dis, mais tu parles. Donc, pour moi, quelqu'un, tu peux parler. Il est moins. Est-ce que tu l'as beaucoup corrigé? Écrire, réécrit. Tu dis que tu l'as écrit comme tu parles. Est-ce que c'est venu? Tu as mûri, tu as pensé? Ceci. Non, mais d'accord. Mais est-ce que dans la pratique de l'écriture, est-ce que les textes que tu as pu écrire, donc là, par rapport à tes disparus, est-ce que ces textes sont venus d'un seul coup? Non, ça c'était spontané, surtout pour mes disparus. Donc c'est comme, je m'assieds par exemple, ici comme mes disparus. Et quand je commençais à parler à mes disparus, ça ne s'arrêtait que après. Quand je commençais à parler au casque bleu, c'était la même chose. Oh, ça, c'était la même chose. Je n'ai même pas eu le temps de revoir réellement plusieurs fois ce que j'ai écrit. Je préfère ça, parce que ça vient du fond de moi-même. Et je trouve que c'est plus sincère, même pour moi-même. Je n'ai pas besoin de faire des ouin-ouin, je ne suis pas politique. Le jour où je serai politique, sans doute que je vais peser le pour et le contre. Mais à mon âge, si je ne l'ai pas encore été, je crois que je ne le serai pas. Le Rwanda est un pays de grande oraliture. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, dans les siècles et les siècles qui ont passé, toute une construction de la parole littéraire, on pourrait dire, sans avoir besoin de la moindre écriture. Il y a des poèmes qui font qu'on peut déclamer pendant une demi-heure. Et il y a des registres de discours qui sont des registres de paroles, tout simplement. Donc, il y a dans les écritures des Rwandais et des Rwandaises qui osent aller vers l'écriture. C'est pour ça que quand les Rwandais, il suffit qu'ils osent aller à l'écriture, ou qu'ils osent simplement qu'on les enregistre et de travailler avec cette chose-là. Mais il y a une parole qui est construite, qui est tout à fait propre à figurer dans n'importe quel livre, et qui ne dépareille pas le travail littéraire proprement d'écriture,
dans d'autres civilisations où on a appris à avoir un registre populaire dans la parole et un registre qui serait soutenu et poétique, et philosophique, et politique à l'écrit. Et donc c'est ça qu'il y a. Et il faut encourager cette chose-là au Rwanda et dans plein d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, qui ont une grande qualité de parole. Non, parce que moi, ce qui me frappe déjà dans les livres précédents, c'est que Yolande, effectivement, alterne. Parfois, on a l'impression qu'elle te chuchote à l'oreille, qu'elle te parle à l'oreille, et presque en même temps, ou la phrase suivante, tu as l'impression qu'elle déclame, peut-être à l'humanité entière. Et ça, je trouve effectivement à la fois cette proximité de ton, effectivement, qui fait que c'est comme ici, en fait, elle est proche, et comme tout témoin qui parle de ces trous béants, là, vraiment de cette innommable, indicible, etc., duquel elle s'approche en tournoyant comme ça, comme autour d'un trou noir, et bien c'est ça qui fait justement vraiment la force de, effectivement, c'est là où on rejoint les grands témoignages de Primo Levi et tout ça, c'est-à-dire que là vraiment, si c'était une femme, voilà, ce serait ça, si c'était une femme rwandaise, tutsi, si c'était vous, c'est ça que je voudrais dire, et si ça vous était arrivé à vous, parce que là effectivement, moi j'en ai assez d'entendre la France, l'ONU, autrement que dans un certain discours bien précis de responsabilité, mais là, le français aussi absolutise, on n'en finira jamais, comme dit l'autre, avec ces entités, si on ne finit pas avec la grammaire, quoi. Non pas la France, mais qui? Non pas l'ONU, mais qui? Encore une fois, si on dit la France, non, ou même le roi, non, pas, on n'absolutise pas. Qui, dans quel contexte? Au nom, comme l'excellent titre de Baudin-Colombin, au nom de la France, oui, et c'est à mon avis, à mon très humble avis, le citoyen français qui n'avait rien compris, etc., et qui comprend un peu mieux, et pas tant que ça, et bien justement, ne pas dire là, ou les puissants, etc., dire au nom de ce désir qu'on a tous peut-être de vivre ensemble, dans un pays, voilà, ou dans un territoire ensemble, avec une même langue, etc. Bon, des habitudes communes, ça c'est un désir qui est légitime. Au nom de ça, au nom de ce désir finalement que beaucoup de gens ont d'être en paix, de vivre en paix, il faut arrêter, la plupart des gens veulent vivre en paix. Au nom de ce désir-là, on construit des monstres absolutistes, des monstres de grammaire, qui font que, effectivement, au nom de la France, au nom du Rwanda, ou de on transforme ce désir de vivre en paix en un acharnement à détruire l'autre qui ne correspondrait pas à cet absolu. Qui font au nom des autres humains. Le génocide chez nous a été fait au nom des Hutus, de toute façon, qui massacraient les Tutsis. Mais il y a des Hutus qui ont sauvé des vies. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y en a. Il y en a qui ont été tués parce qu'ils refusaient l'idéologie génocidaire. Et d'ailleurs, ceux qui ont été tués en premier lieu sont des opposants politiques Hutus qui étaient contre l'extermination des Tutsis. Ils ont été les premiers à être tués pour que le plan, pour que le plan puisse continuer sans entrave. Donc, Emmanuel, quelque part, tu as raison, parce qu'il faut qu'on trouve, mais attention, si aussi la France continue à protéger ces gens, alors que la France connaît ces gens, c'est là où la France devient coupable. Si la France continue à protéger ces militaires qui ont tué les nôtres, qui ont violé nos femmes, et avec des baïonnettes et tout ça, c'est là où la France va rester coupable, parce que la France va couvrir
c'est coupable. Si seulement elle protégeait les Français, c'est uniquement. Mais elle il va protège jusqu'à même- non, génocidaires. les Rwandais génocidaires. Parce qu'ils ont collaboré. Ah oui. Donc, Là, s'ils c'est- pour protéger, Un peu moins maintenant, mais toujours trop. pour toujours protéger les militaires français qui ont fait des choses ou les politiques, il faut protéger les génocidaires qui ont collaboré avec eux pour ne pas divulguer le secret. C'est ça, en fait, je crois, qui fait peur à la France. J'aimerais bien que tu aies raison. Manuel. Pas en mon nom, je peux un peu faire ça, mais pourquoi pas en mon nom, même si je suis UMP, si je Lui a suis été gaulliste, ou si je suis quoi, lui a que ce été soit. terrible. C'est-à-dire qu'il y a quand même c'est là où le qui devient extrêmement problématique et où de passer d'un article défini, on passe à des articles indéfinis, où la France, le machin, au nom de ça. Moi j'ai toujours dit par rapport à ça, le temps qui passe c'est pas très bon, parce que le premier jour, personne n'est responsable. Très peu. Le deuxième jour, il y a déjà ceux qui ont entendu dire que les premiers sont en train de... Le troisième mois, 20 ans après, tout le monde sait. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je sais par exemple, ici, ce problème sémantique, je vois quelqu'un qui a, par exemple, pour longtemps proposé, on va dire, la France officielle. Le peuple est innocent. C'est l'État, une superstructure, je sais pas quoi. Mais depuis 20 ans, moi je suis libraire, j'ai une toute petite librairie dans une toute petite rue, mais qui est quand même entre Bastille et Voltaire, en plein centre de Paris quand même, et je crois que la quantité de gens qui savent lire, qui passent sur mon trottoir, est très au-dessus de la moyenne planétaire. Et je crois aussi que la quantité de gens qui ont une formation politique est très au-dessus de la moyenne planétaire de 20e, 11e arrondissement là. Et je crois savoir, parce que je reconnais, parfois, je ne regarde pas la télé, mais on finit par reconnaître le visage des gens, parfois, mais la quantité d'intellectuels éminents et respectables et respectés qui passent sur mon trottoir est considérable. Il y a même un Premier ministre qui passe par là, ça fait des temps, mais... Et ma vitrine est faite à l'année de tous ces livres qui dénoncent cette chose-là depuis 20 ans, non 18 ans que la librairie est là. Ma librairie a la tristesse d'être un des commerces les moins fréquentés du quartier. J'ai pas entendu la dernière phrase. C'est un des commerces les moins fréquentés du quartier. La tienne. Oui. Quand des gens entrent pour acheter des livres sur le Rwanda qui inondent la vitrine, parfois c'est une monothématique, enfin, c'est un peu brutal, on est un peu au milieu. C'est rarissime. C'est vraiment rarissime. Et d'ailleurs, j'ai un cas l'autre jour, il y a eu, c'est assez produit. J'ai 2 cas récemment, voilà. Mais dans les derniers mois, j'ai 2 cas de gens qui sont en train de dire le Rwanda, ça m'intéresse. Alors un cas, c'était vachement intéressant. Le type, il dit, il vient prendre le massacre du 13 mai, là, et il dit, ah, tiens, j'y étais. J'étais avec Thierry Jouan, etc. Il faisait partie des commandos de la DGSE, les services d'action. Bon, ouais. Je n'ai pas demandé carte de visite. Il est censé revenir, il me doit, il n'a pas pu les dire, il me doit encore 13 euros. Et l'autre jour, un jeune homme de, je ne sais pas quel âge, il a 22 ans. Il vient de faire un stage de 6 mois à Mediapart. Il a tout compris. Il entre dans les... Il avait tout compris. Il avait déjà lu plein de choses. Il avait lu le petit livre de Gouteux sur le monde à contre-pouvoir. Qui lui aussi pose un problème comme l'ONU, le monde, Human Rights Watch, etc. Tout d'un coup, des symboles qui sont pris à l'envers de l'homme qu'ils ont censés être. Et le jeune homme, lui, par exemple, il dit, je sais pas, j'espère que je vais le revoir. Je lui ai donné des livres avec mission de les distribuer autour de lui, brillantissime, etc. Un événement en 20 ans. Sans blague, hein? Sans blague. Des gens qui rentrent pour me dire ça m'intéresse, il n'y en a pas. Et tous voient très bien de quoi on peut parler. Il y a un moment où je dis, attention, moi j'ai moins de sympathie pour tous ces passants que j'adore en plus, que je trouve très beaux, parce que c'est des beaux intellectuels, je connais la subtilité, ils sont comme moi, je les en prends d'image, j'en ai magnifiques, la subtilité de ce qui nous habite, et la finesse,
et l'agilité depuis Diderot, et vraiment la splendeur de la vitalité des trois mousquetaires et machin. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de crapules là qui se cache derrière le petit doigt? C'est la France en entier. C'est la France pétainiste. C'est la même. Il n'y en avait pas. Et puis je crains qu'il y ait des précédents, parce que quand on a exterminé l'Algérie en 1830, il y avait qui pour protester? Il y a eu une Louise Michel, il y en a eu deux. J'ai pas vu la deuxième Louise Michel pour aller protester sur le sort des Kanaks ou des Algériens. Alors c'est quoi ce pays qui s'assied sur sa fortune, bâti sur le sang des autres, et qui ne veut jamais se regarder dans un miroir? Et au bout d'un moment, c'est bien intéressant. Et qui construit des mythes ambigus, des mythes à double face, dont la spécialité est la construction du mythe à double face. Ça devient intéressant. En plus, on se fait avoir parce que quand Yolande commence à dire ça, par exemple, vous avez entendu, elle osait dire que la France a fait un génocide. Alors, quand il dit ça, tout Français se braque. On dit, ah, la France c'est génocidaire. C'est pas possible. Hein. Donc, on commence déjà à s'imaginer qu'on est insulté comme Français, puisqu'on a insulté la France d'avoir participé à un génocide. Donc, on vous bloque pour que vous n'ayez pas plus loin pour voir réellement ce que les gens veulent dire. Parce que depuis déjà 20 ans, combien de Français se sont vraiment posé la question par rapport à ces accusations? Ils se braquent, ne veulent rien savoir. Alors que si tu me permets, maintenant même ça devrait être un peu plus facile à admettre parce qu'il y a le précédent de la participation de la France qui est tout aussi réel, pas de la France, d'organes de l'État français et d'un paquet de gens de la population, pas tous, mais un paquet, dans un autre génocide, celui de la Seconde Guerre mondiale, donc le génocide des Juifs et les Tziganes pareil. Et là, il y a quand même une reconnaissance tardive, 40 ans après les faits, même un président que je n'aime pas du tout par ailleurs, a fait reconnaître que l'État français, en tant que structure, y a participé. Donc ça devrait, après ce précédent, ça devrait moins choquer les gens de dire qu'une partie du pays a participé, sans que j'en prenne moi pour ma gueule si... Mais tu évoques 40 ans après, des rois qui sont persécutés plus qu'ils l'étaient à l'époque. Plus. Il manque que la chambre à gaz, c'est tout, mais sinon c'est pire. C'est tout. 40 ans après, pas une seule seconde, quand on persécute des Roms, on se dit, tiens, ça ressemble à quelque chose qui clope. Pas du tout. Ça fait les applaudissements du public, etc. Donc il y a un moment où... Mais après, cette violente tirade anti-française, je vais juste retirer, si vous permettez, mon patriotisme se froisse. Et je veux dire juste, attention, et les humains, après, il y a des Français, c'est intéressant, les Français, ils sont très intéressants, les Français. Mais il y a l'humanité aussi, ça existe. Mais oui. Je sais pas, est-ce que en Espagne, le fait que les Français aient génocidé les Tutsis a été un scandale? Est-ce que même après, regardez... En Allemagne, l'Allemagne est tellement consciente de la problématique sur l'Espagne a participé bien sûr, bien sûr. à la C'est pour ça que je par rapport... C'est pour ça que je sais citer l'Espagne, parce que l'Espagne carrément est complice. L'Espagne est carrément un pays où la diffamation a été poursuivie. Mais, non, mais imaginons l'Allemagne, où l'Allemagne est un pays innocent, où il y a eu des procès intéressants, au contraire, etc. Et l'Allemagne est un pays où la question génocidaire a été vécue et pensée, et je crois que c'est peut-être le seul pays du monde qui a l'honneur d'avoir vécu la question morale, parce que la Turquie certainement pas, la France certainement pas. C'est possible que ça soit double face aussi là-bas. Mais disons que s'il y a un endroit où ceci s'est produit, c'est là, et est-ce que donc quand s'est produit un autre génocide au hasard au Rwanda, est-ce que dans la conscience allemande, il y a quelque chose qui s'est réveillé une seconde? Même pas en rêve. Non. Mais est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'en Californie, est-ce qu'en, je sais pas quoi, en Uruguay? Rien. Le crime français est protégé partout. C'est-à-dire que c'est la conscience universelle qui vit sur son mensonge. On parle bien de l'ONU, d'un organisme universel. Et le mensonge est un espèce de truc où ce système double face qu'on regarde là depuis tout à l'heure et qui est vraiment très curieux parce que
il est évident que, aussi bien en France qu'en Uruguay que partout, il y a énormément de bonne foi en même temps que cette saloperie criminelle et dégoulinante de sang et d'hypocrisie. Mais il y a aussi de la bonne foi. Et il y a aussi de l'aspiration à la paix, au bonheur, et etc. Il y a tout ça. Et c'est cette espèce de truc qui... On est vraiment face à un truc bizarre. Il y a quand même quelque chose sur laquelle on devrait aussi se poser des questions. À voir que dans beaucoup de pays européens, on s'est posé la question de la justice, qu'on a extradé les Rwandais, même sur le sol américain, et qu'en France, mais rien. Que ça a toujours été une espèce de jeu. Chaque fois une instruction, chaque fois ça rate. Il y a toujours un petit problème. Vous allez voir même que Simbika Ngwa finira peut-être par être relâché. Tout est possible, on s'attend à tout. Un prêtre comme Wenceslas, tout le monde écrit sur lui. Tout le monde, même les Occidentaux, savent. Mais voir Agathe Habyarimana, qui est ici, voir ses frères et tout. Donc, je dis, je ne sais plus si c'est à la radio ou à la télé, moi si j'étais criminel, je me réfugie en France. Ça va être une terre de criminels. Vous allez voir ça. C'est incroyable. En tout cas, crime de génocide, oui. Oui. Venez en France, vraiment. pareil. Hein? C'est vraiment triste. Pour l'assassinat des coopérants. Quoi? On est aussi champion pour l'assassinat des coopérants et des opposants. À voir que même les femmes des pilotes français qui pilotaient l'avion. Je vais vous dire, vous le direz sans doute, je m'en fous. Moi, c'est mon idée personnelle. Ça n'engage que moi qui étais à Kigali pour voir ce qui s'est passé. Pour moi, c'est la France qui a descendu l'avion de Habyarimana en utilisant son propre camp. Mais ils étaient là. Parce que, écoute, c'est pas normal que ce sont les militaires français qui étaient à Kanombe. C'est pas normal que ce soit la première personne qui arrive à l'endroit du crash. C'est un Français. Le militaire français qui était à Kanombe. Et que jusqu'ici, on ne trouve pas la boîte noire. Bien sûr. C'est facile, ça. Hein? Oui. C'est tombé dans un champ quelque part et puis un Rwandais a cultivé la terre. Je ne comprends plus rien. Oui, c'est juste, Yolande, que moi je me méfie vraiment, même si j'apprécie les accents théâtraux, les tirades anti-françaises. Je les apprécie parce qu'elles sont en grande partie vraies, mais je me méfie quand même de l'enivrement. On parlait de double face, de l'enivrement par rapport à cette notion, je répète, de la France. Dans un certain contexte, oui, Yolande dit, c'est probablement, peut-être, ce que tu penses, et ce qui serait voilà, probable, la France a tiré le... Mais ces raccourcis que l'on comprend dans un certain contexte, j'insiste bien, je crois qu'il faut vraiment se méfier. Parce que justement, on est au cœur de l'oubli, alors d'une certaine complexité. C'est-à-dire, effectivement, moi je ne suis absolument pas d'accord pour dire que c'est la France dans son entier qui est pétainiste et qui ne veut pas savoir. Je crois, c'est peut-être parce que j'ai la foi, de ce point de vue-là, je crois vraiment à l'éclairement des consciences, que ça ne vienne pas, qu'on puisse en être amer. On est entièrement d'accord qu'on puisse, ça reste incompréhensible, qu'on puisse être très découragé, dont acte, mais l'éclairement des consciences, j'en suis absolument persuadé. Effectivement, ça vient parfois trop tard, souvent trop tard, 40, 50 ans. Mais en tous les cas, moi je vois plutôt je perçois une accélération, là, depuis quelque temps, une accélération justement presque pas un sauf qui peut, c'est pas ça, mais une accélération dans une certaine forme d'appréhension de la politique française, où là il y a des faits,
qu'il était inimaginable même de pouvoir diffuser, de pouvoir dire et de pouvoir être entendu. Et il me semble qu'en France, effectivement, c'est un État centralisé, c'est une histoire, c'est un État centralisé, c'est le culte du chef, c'est effectivement cette idéologie de l'exemple pour le monde, etc., qui a été retournée et que c'est très très compliqué. Mais encore une fois, moi je ne veux pas jeter l'eau le bébé avec l'eau du bain, comme on peut discuter éternellement des droits de l'homme. N'oublions pas qu'un président parlait des droits de l'hommisme, les droits de l'homiste, je sais plus comment il disait, Sarkozy, ceux qui piétinent à longueur de journée ces droits de l'homme, qui par ailleurs servent très souvent d'hypocrisie, moi je dis méfions-nous, comme ça, de ne pas tout de suite participer à un piétinement systématique, tout simplement parce qu'il faut être précis quant à la critique. Et l'une des choses qui est absolument terrifiante dans les discours, les RTLM, tous ces discours-là, c'est que justement, eux, ils piétinaient sans scrupule, en qualifiant, en déshumanisant ceux qu'ils voulaient exterminer. Et je dis tout simplement que il faut faire appel, et comme Yolande ou d'autres témoins, mais tu fais appel, en dépit de ton chagrin, de ta colère, tu fais appel à comment dire, une forme de sensibilité, voilà, je vais en venir. La sensibilité à la langue, aux mots, à ce que ça peut offrir comme vision autre que notre propre espace. Ça, s'il faut faire, à mon avis, c'est très dangereux de mettre, encore une fois, de nous enivrer, même si on le critique, de la France, de la société. Il faut se méfier de ces absolus. Moi, c'est mon avis. Il faut être